C'est une expérience intéressante de partir de 20 minutes à 5 minutes pour se dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire. Peut-être qu'au fond, Élise a dit l'essentiel, puisque j'avais participé à l'accompagnement du travail aussi. C'est-à-dire, au fond, est-ce que un des principaux mouvements pédagogiques, mais en même temps, un des principaux mouvements vers l'agroécologie, c'est pas de faire confiance radicalement aux élèves. C'est-à-dire à les mettre en situation d'acteurs, comme l'a dit quelqu'un ce matin, c'est-à-dire pas seulement d'activités un petit peu stériles, parfois on s'agite, on fait plein de choses, mais en situation d'acteurs complètement, et peut-être aussi à ne pas... Vous savez, il y a une notion en pédagogie qui s'appelle l'élève rêvé, parce qu'on a toujours, on fabrique les programmes en fonction de l'élève rêvé, parfois, c'est-à-dire de celui qui suivrait, qui serait attentif, concentré, intéressé a priori, etc. Puis aussi l'élève redouté. Et je me demande si, relativement à l'agroécologie, on n'a pas trop de prévention, parfois en se disant, bah, finalement, les élèves, ils vont pas faire, ils sont pas capables de raisonner à tel niveau, ils vont tous dire qu'ils veulent pas changer parce que leur père fait comme ci ou fait comme ça. Enfin, toutes ces notions un petit peu négatives, et finalement, dans la journée, mais aussi par ailleurs, et en tous les cas, c'est ce que montre l'étude complète qu'avait réalisée Élise, on a beaucoup plus de changements, beaucoup plus de mouvements qu'on peut s'y attendre, à condition, évidemment, qu'on mette les conditions, et peut-être la première condition étant de faire confiance aux élèves, et de faire confiance finalement dans leur capacité à apprendre, dans leur capacité à s'investir, dans leur capacité à changer, et à pouvoir changer, et à s'intéresser à certaines choses. Et alors, en tous les cas, moi, mon expérience, et tout ce qu'on a pu montrer, que quels que soient les élèves, quel que soit leur niveau, et c'est la stupéfaction avec les 4e, 3e ou les CAP, de voir quand on fait ça, bah, ils sont beaucoup plus intelligents, attentifs, concentrés, capables qu'on ne pouvait l'imaginer auparavant parce qu'on ne les avait pas mis dans les mêmes conditions. Il me semble que ça, c'est cohérent, pour autant que je l'ai compris, avec l'agroécologie et, je dirais, la dimension éthique de l'agroécologie. Et en tous les cas, pédagogiquement, ça fonctionne. En tous les cas, c'est ce que nous montrait aussi un certain nombre des intervenants d'aujourd'hui. Donc, il y avait 3 points, mais je vais en garder qu'un, celui autour des élèves, et peut-être cette notion d'élève-acteur, parce que on voit bien que l'élève-acteur, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est probablement cette confiance qu'on peut lui faire. Hein, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Deuxièmement, l'élève-acteur, c'est lui proposer des situations et lui proposer, alors il y aurait certainement une hiérarchie à faire, mais une hiérarchie qui ne veut pas dire qu'on exclut un type de situation plus qu'une autre. Ce que ça nous montre, et ce que des travaux de recherche d'ailleurs dans d'autres pays montrent, c'est que plus les situations sont vraies, au sens où elles ont une utilité sociale et des occasions de répondre à des questions réelles, effectives dans le monde réel, le plus les élèves vont être investis. Ça, c'est une corrélation qu'on peut faire à chaque fois. Et toutes les expériences dont on a entendu parler, y compris l'année dernière, montrent qu'à chaque fois que les élèves sont engagés dans des activités de cette nature, le plus ils vont être motivés, intéressés, participer et apprendre un certain nombre de choses par résultat. Ce qui supposerait donc que quand on fait une analyse avec un établissement, avec un groupe de profs, etc., se poser la question de quelles sont les opportunités de projets, d'action, de contribution à des actions, à des résolutions de problèmes, etc., dans le milieu. Là, on fait déjà une œuvre d'accompagnant et de référent, donc en se disant de quoi peut-on profiter dans l'exploitation et en dehors pour pouvoir fournir aux élèves des situations de cette nature-là. Alors on ne peut pas toujours, donc on se rabat aussi parce qu'on en a besoin sur des situations qui sont disponibles et dans lesquelles il y a de quoi faire, de quoi agir et de quoi penser, évidemment qui ne sont pas toujours les mêmes opportunités, les mêmes potentialités que celles qu'on vient d'exprimer, mais c'est quand même un point important. Le deuxième aspect dans lequel il me semble que les élèves sont acteurs, le troisième aspect dans lequel ils sont acteurs, hein, c'est le fait précisément qu'on ait des ambitions par rapport à ce qui est appris. On ne se contente pas dans ces manières de faire d'apprendre des procédures, des manières de faire, ou la bonne manière de faire, ou la seule pratique en vigueur. On les fait travailler sur un ensemble de choses, hein, et notamment sur un certain nombre de capacités qui sont des capacités professionnelles, mais qui sont aussi plus globalement des capacités de pensée de la vie tout court. Et j'en cite quelques-uns hein, qui ont été évoqués, quelques-unes. Hein. Quand on travaille sur les situations professionnelles et à partir de situations professionnelles, on a du diagnostic à faire pour comprendre le problème, on a des questions à se poser, des observations à réaliser, on a la construction de scénarios d'action,
parce qu'il faut imaginer plusieurs manières de résoudre les problèmes ou d'atteindre des buts. On a des décisions à prendre ou des choix à faire, hein, c'est le même terme, et c'est profondément professionnel. Et je pense qu'on n'insiste pas suffisamment en formation professionnelle sur la question de la décision, et qui évidemment suppose toujours des compromis, hein, ça a été montré, mais décider, faire des choix et justifier ces choix. Et pour justifier ces choix, évidemment, il faut avoir procédé à des diagnostics, il faut avoir raisonné, et il faut aussi quand même disposer d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir les justifier. Sinon, il y a peu de chances qu'on arrive à justifier effectivement ces choix. Et ces différentes capacités qui sont là, ou ces différentes actions professionnelles qui structurent la vie de tout professionnel en situation de travail, je dirais, elles sont structurantes de toutes les démarches pédagogiques, qu'elles soient plus ou moins longues ou qu'elles soient raccourcies dans une situation problème, comme on l'a vu également. Et ces choses-là, ça dit quelque chose aux élèves, parce qu'ils en ont la référence dans leur vie, ils en ont la référence dans leur stage, ils en ont la référence dans les milieux professionnels, et ils savent que c'est ça qu'ils ont à construire et qui stimule aussi leur activité intellectuelle. Et même les très mauvais élèves de bas niveau, alors je le dis très violemment en disant ça, parce qu'il faut dire pas trop, enfin bref, et ils ont envie d'apprendre à penser, et ils ont envie de penser, de réfléchir à certains moments. Donc ces éléments-là par lesquels ils sont acteurs me paraissent très, très intéressants. Alors ce matin, avec Frédéric, j'avais envie de lui poser une question, j'avais envie de lui dire, mais dans toute la démarche que tu as menée, à quel moment à partir de quel moment tu as fait entrer les élèves dans la situation et dans la démarche de transformation que tu as mise en place. Et cette question est revenue, on pourrait dire le plus souvent, le plus tôt possible et le plus souvent dans l'ensemble des démarches. Ce qu'on voit parfois, c'est qu'on accueille les élèves que dans une toute petite partie de la démarche, pour une toute petite partie de l'ensemble du projet, et donc pour une toute petite partie des activités cognitives. Et si on a aussi une stimulation à faire en tant que référent ou qu'accompagnateur, c'est à se dire comment pouvons-nous faire participer, au sens le plus fort du terme, les élèves, les apprenants, quels qu'ils soient, à l'ensemble des activités de constitution d'un projet et de réalisation d'un projet. Et je pense que c'est à toutes ces conditions-là que l'idée de l'élève acteur, et pas seulement l'élève un peu agité ou actif, se réalisera. Alors j'espère que la collègue qui a utilisé le terme partage à peu près ce que je définis là de la notion d'acteur, mais il me semble que c'est très stimulant pour les élèves, ça on en est sûr. Et votre rôle et notre rôle d'accompagnateur, ça déjà c'est de le dire. Deuxièmement, de se bagarrer, de se batailler et de faire réfléchir les équipes enseignantes sur donner confiance, faire confiance, s'autoriser à autoriser les élèves à faire, parce que ça ne va pas de soi, le mettre sous observation, expérimentation, pour que les équipes enseignantes se rendent compte, souvent à leur grande surprise, que ça fonctionne, qu'on peut faire confiance à ces apprentissages-là et que ça produit des résultats. C'est aussi ce que disait un peu Élise tout à l'heure. Hein. Et voilà, en 5 minutes, je dis ça. Les 2 autres points, ce sera pour une autre fois. Alors, merci. Je trouvais intéressant de finir sur cette question de la place de l'élève et l'élève acteur là-dedans. Merci à tous les intervenants.